La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci comme tous les lundis. Une chronique à suivre sur notre Facebook Live. Vous êtes Alexis, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. C'est l'un des succès de Librairie du moment. Après ses échecs électoraux à la présidentielle et aux législatives, Éric Zemmour revient sur cette séquence dans un ouvrage intitulé « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Un ouvrage, Alexis, dans lequel Éric Zemmour développe également la stratégie de son mouvement Reconquête en direction de la droite. Exactement. Alors c'est une auto-analyse, vous l'avez très bien résumé, qui intéresse d'ailleurs beaucoup de lecteurs. Et ça va de soi, beaucoup de lecteurs qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. On n'est pas obligé de lire les livres avec lesquels... Plus encore peut-être que ceux qui ont voté pour lui. Non, mais je pense que ça intéresse tout le monde. Voilà, c'est-à-dire, au fond, d'avoir un journaliste qui a pénétré dans le monde politique et qui nous livre ce qu'aucun journaliste ne pourra livrer, parce qu'il était quand même de l'autre côté du miroir, et ce que les politiques, on va dire, professionnels, qui en garantant, si vous voulez, de langue de bois au compteur, ne diront jamais dans leurs ouvrages. Et donc voilà, et ça rend ce livre très intéressant, même si évidemment on peut ne pas être d'accord avec certains attendus idéologiques de Zemmour. Alors le premier attendu idéologique que j'ai relevé, parce que il faut faire une synthèse, et c'est un livre foisonnant qui raconte la campagne et qui livre des réflexions politiques et métapolitiques. Le premier attendu, c'est LR est mort, je résume, car dépolitisé. Au fond, LR a décidé depuis plusieurs années de devenir une sorte de nouvelle UDF, technocratisée, giscardisée, dépolitisée. Et à ce titre, les analyses très in situ que développe le président de la Reconquête sur le principal parti de la droite, enfin ce qu'il en reste plus exactement, sont évidemment passionnantes. Lui, il se situe de son point de vue, gaulo, bonapartisto, identitaire, civilisationnel, si vous voulez. Voilà, l'école RPR, qui se réclame d'ailleurs, à juste titre, de l'amitié de Philippe Séguin et de Charles Pasqua. Lorsque je suis arrivé au Figaro et que nous nous sommes connus, c'était effectivement ses amis, c'était les personnes avec lesquelles il avait le plus de contacts. Et donc effectivement, il prétend montrer dans ce livre, alors chacun jugera de la validité de cette idée, mais elle est intéressante, que LR a perdu quand même, comment dire, de manière spectaculaire, la dernière présidentielle, quand toutes les élites, souvenez-vous, les gens bien pensants nous disaient Valérie Pécresse est très dangereuse pour Emmanuel Macron, c'était en octobre 2021, elle finit à 4,65. Donc comment expliquer cela ? Eh bien pour Éric Zemmour, encore une fois, dans la longue durée, c'est pas seulement Valérie Pécresse elle-même, dans la longue durée de l'histoire d'une droite française, qui a choisi, au fond, de se technocratiser, de se libéraliser, de se pasteuriser sur le plan idéologique et de tourner définitivement la page du gaullisme, c'est-à-dire en fait de la politique. Et il y a un chapitre, mais qui n'est pas un règlement de compte. Il prend plutôt Valérie Pécresse comme symptôme de cette malédiction de la droite, comme il dit. Et il y a un chapitre, c'est vrai, qui peut être jugé sévère à l'endroit de l'ancienne candidate de la droite française. Il pense notamment à son meeting particulièrement raté de la Mutualité. Je l'avais moi-même écouté, je dois vous dire, sur mon téléphone. J'étais en vadrouille, je l'avais écouté sur mon téléphone, je m'étais dit, mais c'est absolument incroyable. Alors lui, il dit, un jeu de posture empoulée, emphatique, ridicule, bref, c'est même pas la dame du fer, c'est la dame du fake. Tout était faux dans ce meeting. Mais si tout est faux, c'est pas parce que Valérie Pécresse est nulle. C'est parce que Valérie Pécresse ne sait plus où elle habite idéologiquement. Et donc voilà, ça c'est le premier chapitre. Et donc son souhait, Alexis, c'est de refaire le RPR d'avant sans les centristes, sans l'UDF ? Alors voilà, la conclusion à laquelle il parvient, après avoir égratigné d'autres personnalités, on pense à la très influente actuellement Rachida Dati, qui s'est déchaînée contre lui au moment de son entrée en campagne. La maire du 7e arrondissement. Voilà, en le traitant, on le pense, de tous les noms. Enfin, en tout cas, ça apparaît dans une conversation intéressante que Zemmour relate avec son ami Éric Ciotti, qui lui raconte ce qui s'est passé lors d'un bureau politique des Républicains. Et donc, effectivement, la conclusion de cette première partie, si vous voulez, de notre analyse, c'est que concernant la droite française, Zemmour propose au fond une solution, c'est-à-dire le retour, sans attendre, au gaullisme, le retour, au fond, à une solution qui consisterait à faire fi du cordon sanitaire, le fameux cordon sanitaire qui, selon lui, on n'est pas obligé de partager cette optique, bloquerait la droite, trancher le nœud gordien du cordon sanitaire, dit-il, et se remettre à parler à toute la droite. Le reproche essentiel qu'il fait à cette droite, que nous venons de décrire, la droite Pécresse au fond, c'est de ne plus savoir parler qu'à un tout petit segment, on va dire libéral et giscardien de la droite, qui ne représente pas ce peuple qu'aujourd'hui, Éric Zemmour prétend représenter sans le populisme. À l'autre bout de l'échiquier de droite, Alexis, est-ce que ça suppose qu'il soit nécessaire aussi pour Éric Zemmour et son parti de renouer des relations avec le Rassemblement national ? Alors, sur le fond, oui. D'ailleurs, il y a un chapitre très intéressant. Vous aviez soif, Alexis. J'avais soif. Mais parce que la question est compliquée.
Je l'ai lu très attentivement, c'est un livre intéressant, je n'en partage pas tous les attendus, mais il est intéressant. Il y a un chapitre où Éric Zemmour raconte comment un certain nombre de ses copains, il pense à Chenu, il pense à Bardella, etc., avec qui il avait souvent l'habitude de se retrouver autour de dîners sympathiques, subitement, à partir du moment de la campagne, enfin donc à l'automne 2021, période que nous évoquons, se sont mis à lui taper dessus. Parce que derrière, dit-il, il y avait Marine Le Pen qui les influençait pour cette politique très offensive. Avec l'idée que la courbe des deux candidats puisse à un moment donné se croiser dans le... C'était, souvenez-vous, l'affolement de toute la bulle sondagière, politique, journalistique, etc. Et d'ailleurs, le président de la République à l'époque disait, c'est pas rappelé ici, mais il disait, quand il sera monté à 25 en février, on va commencer à lui taper dessus. Ils ont commencé avant d'ailleurs en réalité. Mais alors ce qui intéresse Éric Zemmour de façon plus structurale dans le Rassemblement national, ce sont deux choses. Je résume parce que le livre évidemment est foisonnant. 1. Évidement de la conflictualité politique. Pourquoi il y aurait un évidement de la conflictualité politique au RN ? D'ailleurs, c'était un leitmotiv. Souvenez-vous, pendant la campagne, il disait « Ce match est plié d'avance. Tout le monde sait que Marine Le Pen va le perdre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne fait pas tellement plus campagne que Emmanuel Macron. » Sur la durée, par parenthèse, ces remarques acerbes du citoyen Zemmour se sont révélées plutôt justes. Ils n'ont en fait ni l'un ni l'autre fait véritablement campagne. Pourquoi ? Car selon Zemmour, le reproche principal que l'on peut lui faire n'est pas d'ordre comportemental, mais d'ordre idéologique. Elle aurait, sous l'influence de ses conseillers, Philippe Ollivier, etc., peu importe, elle aurait trop misé sur l'idée qu'au fond, désormais, ne s'opposerait qu'un bloc populaire et qu'un bloc élitaire. Choisissant d'être la représentante du bloc populaire, c'est-à-dire en fait de faire des œillades permanentes à la France insoumise pour en récupérer l'électorat au second tour. Ce qu'elle a d'ailleurs, par parenthèse, réussi en partie. Et donc évidemment, cela a pour conséquence, je tire la conséquence au fond que Zemmour suggère fortement, l'échec d'une part, parce que le bloc populaire ne peut pas gagner contre le bloc élitaire pour l'instant, et un deuxième élément, alors là qui est extrêmement troublant, et je dois dire qui est passé complètement sous les radars, moi je ne m'en étais pas aperçu, donc je suis très sincère avec vous, c'est là que le livre est intéressant. Le développement, à l'ombre de cette campagne, d'un antisémitisme soralien que personne n'avait vu venir et qui est revenu au Rassemblement national. Alors ici, d'ailleurs, il y a des choses qui sont tout à fait frappantes pour ceux qui s'intéressent. Et qui n'est pas présent au sein de Reconquête. L'antisémitisme soralien, ça clairement pas. Vous savez, ce Reconquête, qu'on le veuille ou non, enfin, c'est là on fait pas d'apologie. Zemmour, évidemment, mais autour de partisans. Écoutez, ça serait à vérifier, mais c'est vrai que Reconquête, pour les antisémites, on pense qu'on veut de l'idéologie de Reconquête, mais pour les antisémites, c'est marqué comme étant un parti dirigé par un juif. Vous voyez, et c'est ce qu'il voit d'abord. Et donc, effectivement, il rapporte des choses qui lui sont revenues, des remarques absolument incroyables, dignes, si vous voulez, de l'extrême droite des années 30. Et donc, selon lui, ces effluves d'antisémitisme soralien l'ont mis dans la position d'un écrivain qu'il admire, qui est le grand André Suarez. André Suarez qui était dénoncé par les Maurassiens comme un mauvais patriote dans les années 30, et de l'autre côté, c'est-à-dire au fond comme un juif, et de l'autre côté qui était dénoncé comme un patriote par la gauche. Donc il se retrouve en tenaille. Alexis, donc ça c'est le dernier point fondamental. Et la dernière chose, 20 secondes. La dernière chose, c'est que dans ce tableau de la droite, évidemment, il y a un liant possible de Reconquête. Pourquoi ? Parce que Reconquête n'est ni populiste comme le RN, ni giscardien comme les Républicains. Reconquête veut faire revivre une idée de la France qui fut celle du général de Gaulle, je vous rappelle fondée quand même sur l'idée d'une souveraineté nationale ouverte, compatible avec les disons les comment vous dire les conditions générales de l'économie moderne. Et le général de Gaulle n'était pas contre la mondialisation, pas contre le capitalisme, il était pour la participation. Et deuxième chose. Ça, c'est plus intéressant sur le plan... Mais oui, on arrive à la pub. C'est plus intéressant sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qui était chez De Gaulle ? C'était, dans les chaînes qu'on abat de Malraux, il dit « J'étais minoritaire et je savais qu'un jour ou l'autre, je ne le serai plus. Je crois qu'on peut lire le pari de Zemmour, je ne sais pas s'il le gagnera, je suis très objectif avec vous, comme un pari sur l'histoire. C'est-à-dire, un jour, effectivement, moi qui apparaît comme minoritaire, la plupart des journalistes me tapent dessus, se moquent de moi, etc. On verra que j'avais raison, je deviendrai majoritaire. Et un jour aussi, la politique, qui a été chassée comme instance première sur la scène de la politique mondiale, reviendra comme instance première au détriment de l'économie. Tout ça mérite, je crois, d'être débattu et non diabolisé. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut réécouter Hémicycle en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube à mercredi. Bon après-midi. Merci à vous.